Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une semaine placée sous le signe de ce qui vient de se passer au niveau des regionals. C'était assez exceptionnel. On a vu aussi un certain, je trouve, un certain regain, un engouement, j'allais dire. Je pense que maintenant vous êtes habitués. Mon matériel me fait souvent défaut et c'est coupé au moment où je disais engouement. Mais bref, oui, un certain engouement retrouvé, je trouve, quand même depuis l'après-Covid. Je pense depuis 2019 que je suis le baseball universitaire. Il y a vraiment eu une bascule en 2022 où on a l'impression que même en général, sur les réseaux sociaux ou au global, ça parle quand même vraiment beaucoup, beaucoup et de plus en plus du collège baseball. On atteste aussi le nombre de podcasts, le nombre de comptes, le nombre d'émissions, on va dire, en général, qui pop-up autour du sujet. Et là, les regionals ont donné quand même pas mal de choses à dire à beaucoup de gens et beaucoup de grains à moudre. On va dire, il y a eu des upsets, il y a eu des performances, je cherchais le mot, des performances assez exceptionnelles, des performances beaucoup plus délicates. Il y a des hauts prospects qui ont tiré leur épingle du jeu, il y a des hauts prospects qui ont terminé leur route ici. Et donc tout ceci amène maintenant à un nouveau week-end un peu de folie, puisqu'on va assister aux Super Regionals. On va pouvoir en parler plus en longueur, plus en détail lors de cet épisode, mais juste avant, comme d'habitude, le petit instant promo. Vous retrouvez cet épisode plus tous les autres épisodes sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Il y a un smart link via Ocha qui vous ramène vers Spotify, Apple Podcast, Apple Music, je ne me rappelle plus du nom, désolé, etc. etc. Toutes les plateformes, toutes vos plateformes préférées. Et également, c'est disponible sur YouTube, le Omra sur YouTube. De même, le Omra, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, je vais arrêter de les énumérer, vous les connaissez. Et sur tous ces bons mots, on va pouvoir y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit en préambule, il s'est passé des choses. Forcément, il s'est passé beaucoup de choses. On avait donc le week-end qui vient de se passer, les fameuses Regionals, c'est-à-dire le premier tour du tournoi national. 64 équipes étaient sur la ligne de départ. Au final, après un week-end de folie, il n'en reste plus que 16. Et on va en parler, mais assez rapidement. J'ai pas envie de vous bombarder d'informations, mais on a vu de tout. C'est un peu l'apanage du sport déjà en général, et puis encore plus l'apanage des sports universitaires. On a vu par exemple des upsets, on a vu des confirmations, on a vu des déceptions. Et donc on va y revenir assez rapidement en regardant par regional ce qu'il s'est passé. Alors on va pas détailler tout. Moi j'ai vu, je sais pas, je peux même pas vous dire combien de matchs j'ai vu tellement de matchs, des fois j'avais plusieurs écrans en même temps, j'étais en train de devenir fou devant mes multiples écrans. J'ai vu beaucoup de baseball donc ce week-end et donc jusqu'à ce lundi, sachant que je suivais aussi le softball à côté. Et donc on va en parler. Parlons-en. On va commencer par le regional qui se passait du côté de Knoxville, un regional de la tête de série numéro 1, Tennessee. Et on n'a pas grand chose à dire parce que ça s'est passé de manière assez tranquille, vraiment un rythme de croisière pour Tennessee, qui est sorti vainqueur de ce bracket, de ce regional. C'était chez eux, ils n'ont pas perdu un seul match. Voilà, ça s'est très bien passé pour eux. Dès le dimanche, ils étaient qualifiés. Ils ont gagné les matchs qu'ils devaient remporter et à chaque fois, l'offense a été très bonne. Le pitching staff a tenu son rang. Ça a été un tout petit peu plus délicat le samedi face à Indiana, mais au final, ils ont gagné 12-6. Le seul truc que je retiens ici, c'est voilà, la bonne forme de la Sunbelt, et on va en reparler, puisque là, il y avait Southern Miss représentant la Sunbelt dans ce bracket, qui n'était pas si simple, parce qu'il y avait aussi Indiana. Indiana, ils avaient d'ailleurs battu lors du premier match, 10-4, mais Southern Miss a réussi à se frayer un chemin du bracket des perdants jusqu'à la finale face à Tennessee. Bon, en finale, ils ont perdu 12-3, donc ça n'a pas été exceptionnel, mais c'est juste pour parler un peu de cette Sunbelt dont on va reparler un peu plus tard. Et là, on va parler de la madness dès le bracket suivant, puisqu'on va partir du côté de Greenville. Greenville, c'était terre de East Carolina, lot numéro 16, qui devait donc en miroir se battre face à Tennessee s'ils arrivaient jusqu'aux Super Regionals.
Mais je pense que vous l'avez compris, ECU n'a pas réussi à aller jusqu'au Super Regionals. Moi, de mon côté, dans mon bracket, j'avais mis Wake Forest sortant vainqueur de ce bracket, et justement, ça allait pouvoir permettre d'avoir une affiche entre Chase Burns et son ancienne fac de Tennessee pour quelque chose d'assez explosif. Eh bien, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu, puisque parmi les déceptions un peu des Regionals, j'ai envie de dire que Wake Forest a été une déception, puisqu'ils ont été éliminés assez rapidement, hein. Ils ont perdu leurs 2 matchs, hein. Ils ont perdu contre VCU, qui avait donc pool le premier upset, on va dire, sachant qu'il y a eu surtout un autre gros upset, et c'est celui dont on va parler plus longuement, c'est Evansville, hein, qui a donc gagné le tournoi de conférence face à Indiana State, le tournoi de MVC, la Missouri Valley Conference. Il n'était pas attendu à Paris Fête, même s'ils ont fait une très belle saison. Ils l'ont conclu donc encore une fois en termes de conférence par ce gain du tournoi, leur permettant d'avoir un bid et obligeant aussi Indiana State quelque part à devoir passer par un two seed, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu host, et ça aura des répercussions, on va le voir un peu plus tard, pour cette équipe, cette fac. Et donc Evansville avait réussi à battre dès le vendredi la tête de série numéro 16 East Carolina 4-1, tandis que VCU avait complètement shut down, ils ont réussi un shutout, mais ils ont complètement shut down en fait l'offense de Wake Forest, l'offense de Wake Forest qui a été vraiment aux abonnés absentes pendant la plupart des Regionals, hein. Ils se sont vraiment réveillés sur la 9e manche du match éliminatoire face à East Carolina, puisque ça a été un match que j'ai suivi notamment. Ils ont été menés 5-1, 4-1 ou 5-1, j'ai un trou de mémoire, c'est le fait d'avoir vu trop de matchs à la fois en même temps. Mais ils étaient vraiment en danger, ils réussissent à mener 6-4, enfin ils réussissent en fait 5 runs, ouais, c'est ça, ils étaient menés 4-1. Ils étaient menés 4-1 jusqu'en haut de 9ème, donc ils étaient à 2 doigts d'être éliminés. En haut de 9ème, hop, les bats se réveillent, hein, j'exagère un peu parce que Nick Hurts, ça fait quand même un match solide en soi, le haut prospect de Wake Forest. Mais les bats se réveillent et ils arrivent à prendre un avantage de 6-4 en haut de 9ème pour se faire en fait walk-off en bas de 9ème par East Carolina, qui réussit à mettre 3 runs en ayant concédé qu'un seul out d'ailleurs, hein. Je pense que on va en reparler en 2 secondes, mais Wake Forest a été très décevant, et notamment pour son pitching staff. La sortie de Chase Burns justement a été très décevante, puisque lui qui avait été plutôt exceptionnel sur la saison, je pense qu'il y avait une stat qui était importante, c'est qu'il a concédé 4 runs mérités sur ce match-là. C'était autant que sur ses 4 dernières sorties. Donc c'était pour vous dire à quel point la pression, et je pense que j'avais tweeté ça d'ailleurs, c'est que Chase Burns dès le début du match, je sais plus si j'avais tweeté par contre, hein, peut-être c'est une erreur de ma part, mais bref, j'avais observé que dès le début du match, c'est comme s'il essayait de se rassurer, parce que c'est quelqu'un de très démonstratif, très dans l'émotion en fait, Chase Burns. Vous allez le découvrir notamment quand vous allez regarder un peu plus la draft et compagnie, mais c'est quelqu'un qui on va dire son carburant, c'est un peu le côté émotion. Il a besoin de montrer son émotion, c'est quelqu'un d'assez explosif. Et là, en fait, on a eu cette impression que, un peu trop tôt, il a voulu montrer cette émotion, ou se rassurer via cette émotion du côté de Greenville. Et on a senti que sa commande en pâtissait. Et comme je l'avais dit aussi auparavant, Chase Burns à Tennessee, en freshman, ça a été vraiment la bombe. Mais ça a été la bombe puisque on se rappelle qu'il était freshman et qu'on l'attendait pas à Paris Fête. Il avait quand même, dès le début, un gros problème de commande. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une balle rapide exceptionnel, et c'est ce pourquoi les scouts l'observent depuis longtemps. Mais par contre, sa commande, son contrôle a toujours été déficient. En sophomore, ça s'est vraiment vu, et il a été sanctionné par les bats SEC à tel point qu'il a dû à un moment quitter son rôle de starter et devenir un joueur sortant du bullpen. Et j'avais bien expliqué la saison dernière, le switch aussi mental s'est fait là. Quand il est sorti du bullpen, il a commencé à redevenir dominant, et il a été très important pour Tennessee, qui avait eu une saison mi-figue mi-raisin en termes de saison régulière, mais qui par contre avait réussi à aller jusqu'à Omaha et à être très intéressant même là-bas. Il avait décidé malgré tout, hein, on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants, mais il avait quand même décidé de s'inscrire sur le portail des transferts, pardon. Il a été récupéré par Wake Forest, et on s'est dit voilà, Wake Forest qui avait quand même gardé pas mal de talent, et puis ils avaient perdu beaucoup d'expérience à la mi-saison. On s'est dit que voilà, l'ajout de Chase Burns pour remplacer un peu quelque part Rhett Lauder dans cette rotation en fait de Wake Forest avec Josh Hartle et compagnie, ça allait être incroyable. Wake Forest a été très difficile cette saison compte tenu des expectations, des attentes, parlons français.
Et Chase Burns, c'était un peu l'éclaircie dans toute cette grisaille au niveau du pitching staff, parce que par exemple, je peux vous le dire, hein, Josh Hartle, ça a été très 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 compliqué, à tel point que on va voir où est-ce qu'il va rebondir en termes de draft par exemple. Chase Burns, pour le coup, il avait enfin montré une commande assez intéressante à coupler à cette fameuse balle rapide, sa slider, et puis il a quand même tenté quelques autres pitches, hein, une change-up et compagnie. Donc, on était sur un Chase Burns très dominant, très intéressant, et le Chase Burns qu'on a eu ce week-end, et qui a participé malgré lui à l'élimination donc, de Wake Forest, bah, c'est le Chase Burns qu'on n'avait plus vu depuis la saison dernière, quoi, depuis la première partie de saison dernière. Et donc Wake Forest, pour finir là-dessus, se fait éliminer assez rapidement, voilà, dès les deux premiers matchs, hein, deux défaites. Et voilà, c'est l'une des grosses déceptions, hein, et on retrouvera Nick Kurtz et Chase Burns parmi les gros prospects à suivre pour la draft à venir. J'ai beaucoup parlé, hein, pour vraiment parler de ma déception Wake Forest, mais au final, on va essayer d'accélérer pour vous dire qu'au final, Evansville, qui était donc tête de série numéro 4 dans ces regions, c'est-à-dire que c'était l'équipe entre guillemets la plus faible, au ceiling le plus bas, hein, dans ce regional, c'est elle qui s'en sort et qui gagne, hein, un nom sans mal, puisqu'ils ont été battus par East Carolina, qui donc sortait du bracket des perdants et qui a gagné tous ses matchs pour forcer un Game 7, hein, un dernier match le lundi. Bah, sur ce dernier match, ils se sont fait battre d'un run, hein, par Evansville 6-5. Et donc Evansville va représenter la MVC dans les Super Regionals face à Tennessee. Partons maintenant du côté de Norman, dans l'Oklahoma, où Oklahoma était donc tête de série numéro 9, si je dis pas de bêtises. Et dans son bracket, il y avait Yukon, Duke et Oral Roberts. Bon, on va laisser Oral Roberts de côté pour l'instant. On va se focaliser, parce qu'ils sont fait éliminer très rapidement, hein, désolé. Mais on va se focaliser sur voilà, ce triptyque entre Yukon, voilà, la machine de la Big East, hein, voilà, la Big East a eu une très belle saison d'ailleurs, il n'y a pas eu que Yukon qui a été intéressante. Yukon d'ailleurs qui a eu une saison plutôt moyenne compte tenu des attentes, mais qui a bien terminé, et on va le voir, ils sont sur leur lancée très clairement. Yukon donc, il y avait Duke qui venait de gagner la ACC, et ça faisait partie des équipes dont on se disait qu'elle s'était peut-être fait un peu avoir par le comité de sélection, puisque le RPI plus le gain de ce tournoi de ACC, pardon, normalement aurait dû leur permettre d'être un autre, par exemple justement à la place de East Carolina dont on a parlé juste avant. Mais bref, ça n'a pas été le cas, et donc on a retrouvé Duke et Yukon avec également Oklahoma. Oklahoma, vainqueur de la régulière de Big 12 de manière assez dominatrice. Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça. Dominante. Dominatrice, c'est peut-être... Là, je suis parti peut-être un peu loin. Désolé. Vous pouvez enregistrer ce dominatrice qui est sorti un peu nulle part, mais voilà, une équipe surtout dominante en termes de saison régulière en Big 12, et qui clairement faisait figure de favori dans ce bracket, même si moi, dans mon bracket à moi, j'avais fait sortir Duke, parce que pour moi c'était l'attaque la plus potente normalement de cette zone-là, de ce regional-là, et c'était aussi avec Bailinson, une équipe qui avait un bullpen peut-être le plus intéressant, peut-être à égalité avec Oklahoma pour le coup. Eh bien, ni Duke ni Oklahoma s'en sont sortis, puisque c'est Yukon qui s'en est sorti. Yukon qui a éliminé Oklahoma en finale, hein. Il y a eu besoin d'un Game 7, un fameux Game 7 dans ce regional le lundi. Et Yukon les a intéressés par contre, hein. Ils ont gagné 7-1 dans ce match décisif, ce match couperé. Auparavant, Duke s'est fait éliminer assez rapidement. Duke avait perdu le premier match face à Yukon, tandis qu'Oklahoma avait laminé Oral Roberts. Duke avait ensuite battu assez facilement Oral Roberts et avait donc gardé ses chances de rester vivant un jour de plus. Ils se sont retrouvés à devoir affronter Oklahoma, qui s'était fait surprendre par Yukon 4-1. Oklahoma a ensuite battu Duke, et en fait, ce match là aussi je l'ai vu, et ça a été, d'ailleurs pour le coup ça je me rappelle, j'ai pas mal retweeté les actions défensives exceptionnelles qu'on a vues de part et d'autre, hein. On a eu Kendall Pettis qui était sur toutes les balles. Il nous a fait des catchs spectaculaires, des diving catchs, des sauts, bref, il a sauvé des situations, et des situations incroyables. L'outfielder, je pense qu'il est senior d'ailleurs, senior de Oklahoma. Et il y a eu un peu son pendant freshman côté Duke, c'est AJ Gracia qui nous a quand même réussi un home run robbery, c'est-à-dire qu'il a volé un home run, hein. Il est très grand, il a réussi en fait à récupérer la balle au-delà, hein, de la zone du terrain,
sans qu'elle puisse toucher le sol et conclure ou toucher quelque chose d'autre et conclure donc ce home run. C'était vraiment des actions exceptionnelles et encore une fois on voit une ACC un peu à l'image de Wake Forest qui voilà, dont la saison se termine un peu en queue de poisson parce que Duke clairement a montré par moments dans cette saison euh, des choses de calibre Omaha. Ça veut dire des choses de calibre d'une équipe qui peut prétendre à aller se battre pour le titre à la fin de la saison. Après, c'est du baseball, hein, encore une fois. C'est pas juste on a un script où on a des joueurs, ils ont une note, et cette note-là veut dire qu'ils vont avoir toujours les mêmes performances, etc. etc. C'est du sport déjà. Et d'autant plus, c'est du baseball et du college baseball. Et Yukon l'a bien compris, puisqu'ils ont joué sur leur force. Ils ont notamment réussi à tenir en termes de pitching staff très très bien face à toutes ces équipes-là. Il y a eu un match clairement qui a été un peu plus délicat, c'est le match euh, le match qui aurait pu leur permettre de finir dès le dimanche face à Oklahoma, mais ils l'ont perdu 6-4. Et même là, je trouve pas que le pitching staff a été nul, c'est juste qu'il a été un peu en deçà de ce qu'il a montré tout au long de ces regionals. À côté de ça, Yukon a réussi à cliquer en fait en termes de batte. Ça n'a pas été non plus impressionnant offensivement, mais ça a été assez solide pour pouvoir leur permettre donc d'avancer. Et donc d'être quelque part, c'est un upset, puisqu'ils réussissent à non seulement éliminer Oklahoma, mais également Duke de ces regionals pour aller du côté des Super Regionals. Face à eux, si je dis pas de bêtises, on devrait retrouver Florida State. C'est ça, ouais, Florida State qui était sur le numéro 8, qui était donc dans son propre regional face à Stetson, UCF et Alabama. Et à la base, sur le papier, tout le monde va se dire, bon bah, Alabama est clairement l'équipe qui va poser le plus de problèmes à Florida State. UCF est pas loin, UCF qui a fait une très très bonne première saison en Big 12, et Stetson c'était clairement le petit poussé. Et bah pour le coup, on avait tout faux, puisqu'Alabama s'est fait éliminer dès le deuxième match, hein, dès leur deuxième match. Ils ont donc perdu leurs deux matchs, hein, ils ont perdu face à UCF d'un run, 8-7. Et surtout, ils se sont fait shut-out par Stetson 4-0. Et ça, c'était pas forcément la chose qu'on pouvait imaginer voilà, avec une équipe de Rob Vaughn. Rob Vaughn, je rappelle, l'architecte de Maryland, du Maryland assez exceptionnel de ces trois dernières saisons, en 2021, 2022 et 2023, qui a clairement mis l'accent sur l'offense du côté de Maryland. Et Alabama ont commencé à retrouver certains traits spécifiques de ce coaching-là, avec une offense de plus en plus intéressante. Un pitching staff qui pouvait limiter la casse, mais qui n'était pas aussi dominant que le pitching staff qui avait encore un Luke Holman, qu'on a vu donc du côté de LSU cette saison. Eh bien, Alabama s'est fait éliminer assez rapidement, mais à part ça, ça a été plutôt une promenade entre guillemets de santé pour Florida State, qui a donc remporté son regional de manière assez tranquille. Ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Dès le dimanche, ils étaient donc qualifiés pour les Super Regionals. Partons du côté de Fayetteville pour une autre déception. Et là, clairement, c'est une déception dont on est malheureusement assez habitué quand on parle d'Arkansas, puisqu'on était du côté de Fayetteville, donc en Arkansas, pour voir la tête de série numéro 5 Arkansas se faire éliminer par, j'allais dire Kansas State, mais même pas juste Kansas State, ils se sont fait éliminer par SEMO, par Southeastern Missouri State. C'est l'équipe c'est Ohio Valley Conference, je pense, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit trou. Mais je pense que c'est ça, SEMO. Ouais, je pense que c'est ça. Bref. Ne restez pas bloqués sur mes atermoiements. Mais tout ça pour dire que voilà, on attendait Arkansas tout en haut, avec notamment Hagen Smith, et on va reparler de lui, et le pitching staff en général de Arkansas qui a été très bon. Et pourtant, dans ces regionals, ils ont eu un peu le contraire, c'est-à-dire que l'offense qui est plutôt moyenne, on va dire, a élevé un peu son niveau de jeu la plupart des matchs. Ça n'a pas suffi, mais ils l'ont fait, tandis que le pitching staff a été en délicatesse. Ils avaient gagné le premier match face à SEMO 17-9. Kansas State de son côté a dû jouer le samedi pour des problèmes de temps, d'intempéries. Et ça les a pas bloqués, au contraire, parce qu'ils ont été l'équipe en termes d'offense la plus incroyable de ce regional. Pas des regionals en général, mais de ce regional. Ils en ont mis 19 à Louisiana Tech. Donc ils ont gagné face à Louisiana Tech 19-4. Louisiana Tech qui a été éliminé sans saveur par ensuite SEMO 9-3. Donc eux, leur samedi, c'était le seul jour de compétition, parce que dès le samedi, ils ont joué le premier match, éliminé, deuxième match, éliminé, et on n'en parlait plus. Kansas State ensuite a quelque part upset Arkansas, 7-6.
Et ensuite, on a retrouvé donc dans le bracket des perdants Arkansas face à Southeastern Missouri State, SEMO, et le vainqueur de ce match-là devait rencontrer Kansas State. Et contre toute attente, c'est SEMO qui a battu surtout Hagen Smith. Je rappelle, Hagen Smith, c'est le meilleur pitcher cette saison, on va dire, on peut le dire comme ça, le meilleur prospect pitcher du college baseball. Il a été exceptionnel, et ce qui est assez marrant et intriguant, c'est qu'il a été exceptionnel à partir de son deuxième start jusqu'à son avant-dernier. Puisqu'au final, son tout premier start de la saison, j'en avais parlé lors du premier podcast de cette saison. Je parle de la saison régulière, pas de la saison dans mon podcast. Bref, j'en avais parlé, il avait été en grosse difficulté sur son premier start. C'était dans un tournoi d'ailleurs. Et non, c'était... Ah, j'ai un trou. C'était pas dans un tournoi, c'était dans une série normale. C'est après, ensuite, son deuxième start en tournoi, là, a été exceptionnel, pardon. C'était au Globe Life Field d'ailleurs. Et en fait, on a retrouvé exactement les mêmes problèmes qu'il avait eu lors de ce premier start. C'est-à-dire que là, sur le dernier start, donc, il commence par 2 free passes. C'est-à-dire soit walk ou hit by pitch. Bon, deux façons de laisser passer en fait les batteurs sans qu'ils n'aient à frapper un coup sûr. Et on a senti une certaine nervosité dans ses pitchs, on a senti beaucoup moins de commandes, alors que lui, pour le coup, la commande, ça a toujours été là. C'est la vitesse qu'il a réussi à agrémenter à sa balle rapide qui a fait qu'il est devenu le premier prospect sur cette saison en termes de lanceur, devant des Chase Burns, etc. Bon, bah là, ça s'est très mal passé, et au final, il n'a pas pu aider son équipe, et son équipe, comme par hasard, a retrouvé ses problèmes offensifs qu'on a retrouvés toute la saison en fait. Le match où il fallait justement que l'offense soutienne une mauvaise performance de Hagen Smith, c'est là où ils n'ont pas su le soutenir, alors que tout le reste de ce regional, ils ont été anormalement très efficaces. Et donc, on a vu SEMO éliminer Arkansas tête de série numéro 5 dès la première partie de ce dimanche, avant que SEMO arrête aussi sa course là, puisque le soir, il devait rencontrer Kansas State du côté du bracket des gagnants, on va dire, des vainqueurs, et Kansas State les a laminés 7-2 assez rapidement. Kansas State, on en reparle juste rapidement avant de conclure là-dessus. En début de saison, c'est une équipe dont on parle beaucoup. C'est une équipe avec Kalen Culpepper notamment, l'un des prospects pour la draft à venir. Ils avaient aussi ces Ty Nichols, je crois que c'est ça, Ty Nichols, le releveur star. Ils avaient quand même des armes dont tout le monde parlait, pourquoi pas les voir justement laver l'affront de la non-sélection de la saison dernière. Cette saison, en termes de saison régulière, ils ont été décevants. On va pas se mentir, ils ont été décevants. D'ailleurs, on les a vus se faire quelque part repêcher ou sélectionner par le comité de sélection. Et ça a quand même froncé quelques sourcils du côté de TCU par exemple. Bah là, j'ai envie de dire qu'ils ont prouvé qu'ils ne sont pas là par hasard, et peut-être qu'ils ont un coup à jouer parce que leur offense, si ça reste tel quel, puisque ça a été quand même l'un des points normalement forts de cette équipe-là, des Wildcats, l'offense. Si leur offense reste sur ce qu'ils sont en train de montrer là, et sur ce dont on peut s'attendre légitimement, on va dire, de cette équipe, alors attention, parce que même au niveau des Super Regionals, ils pourraient tirer leur épingle du jeu. Mais bref, donc voilà, du côté de Fayetteville, c'est Kansas State qui s'en est sorti, et donc ils devraient affronter UVA, Virginia, qui quasiment comme chaque année depuis que je suis le college baseball, a réussi à gagner les Regionals et à aller en Super Regionals. Là, ça s'est passé quand même de manière, j'ai envie de dire, plus simple que ce que j'avais imaginé, parce qu'il y avait quand même Mississippi State ou encore St. John's. Le premier match a été un peu délicat pour les Bats de Virginia, mais ils s'en sont sortis en gagnant 4-2 face à Penn, le vainqueur de la Ivy League. On les a ensuite retrouvés à attendre de voir qui allait gagner entre Mississippi State et St. John's. Ça a été Mississippi State. Ils ont ensuite battu Mississippi State dans le match le plus compliqué pour eux, 5-4, avec notamment un Dakota Jordan côté Mississippi State qui s'était enfin réveillé. Et ensuite, ils ont donc attendu Mississippi State qui a été de retour après avoir éliminé St. John's pour pouvoir les éliminer eux aussi. Ils ont gagné donc face à Mississippi State 9-2. Ce qui rappelle un peu ce format qui est vraiment délicat quand vous perdez un match, puisque vous imaginez le dimanche, Mississippi State a donc joué 2 matchs. Le match d'élimination qu'ils ont remporté, et ensuite le soir, quand je dis le soir, c'est quelques heures à peine, peut-être 1 à 2 heures à peine après ce match-là,
ils ont joué donc le match face à Virginia, et donc on peut imaginer, mais c'est le format qui est comme ça, attention, hein, je dis pas ça juste pour Mississippi State, mais en général, ce format va forcément, et c'est pas quelque chose de mal en soi, hein, va forcément avantager l'équipe qui a gagné jusque-là. Ça me paraît logique, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour donner du contexte aussi qui peut expliquer un peu pourquoi on peut retrouver aussi des performances en dents de scie pour les équipes qui arrivent du bracket des perdants. Et donc bref, pas besoin d'en parler plus, UVA va certainement affronter Kansas State, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça en Super Regionals, puisqu'ils se sont qualifiés. On va aller du côté de Tucson, je sais parce qu'il y en a qui disent Tucson ici, pour la ville d'Arizona. Donc je vais dire Tucson, mais si vous entendez Tucson par les Américains, ne soyez pas surpris, on parle de la même ville, pardon. Donc on va du côté d'Arizona, l'université d'Arizona qui accueillait, et c'était mérité, ils étaient tête de série numéro 13. C'était mérité, mais ils se sont fait éliminer très rapidement. Ils ont rajouté un petit clou dans le cercle de la Pac-12 ce faisant, même si on va voir qu'il y a encore des survivants de la Pac-12, puisqu'ils ont perdu face à Grand Canyon pour se faire upset dès le premier match 9-4, avant de se faire carrément shut-out par Dallas Baptiste 7-0. Dans ce bracket, l'équipe qui s'en est bien sortie, c'est West Virginia. West Virginia d'un certain prospect que je ne présente plus, JJ Weatherholt, qui a été blessé toute la saison quasiment, qui est de retour là au meilleur des moments et qui permet justement à West Virginia de pouvoir avancer pour les Super Regionals. Et c'est important, et il y a un côté aussi assez émotionnel là-dedans, ou émouvant là-dedans, puisque leur entraîneur, dont j'oublie toujours le nom, je pense que c'est Randy Massey. Bref, je retrouverai certainement le nom un jour, quand je vous reparlerai un peu du coach Carousel après la saison. Si je dis pas de bêtises, c'est sa dernière saison, il va prendre sa retraite ou un truc comme ça. Donc il y a un aspect aussi émotif ou émouvant ou émotionnel derrière ce run de West Virginia. Et donc il se donne les chances, pourquoi pas, d'atteindre Omaha, ce qui serait assez exceptionnel pour cette fac. Ils y affronteront, enfin pas à Omaha, mais pour pouvoir accéder à Omaha, ils affronteront donc North Carolina. Et North Carolina, ils nous ont sorti, enfin pas que eux, mais en fait ils nous ont sorti des regionals de Oval. C'est le regional qui pour moi montre en fait toute la quintessence du baseball universitaire et donc de ce format là avec ce fameux premier tour de regionals, puisque North Carolina avait fort à faire sur le papier parce qu'il devait rencontrer le champion sortant qui sortait d'une saison quand même assez délicate, LSU. LSU va donc gagner face à Wofford non sans mal 4-3, le North Carolina va gagner face à Long Island 11-8, et ensuite on va donc retrouver du côté des brackets des vainqueurs un premier match-up entre North Carolina et LSU. North Carolina le gagne assez aisément, 6-2, avec, il faut le noter, un pitching staff très bien inspiré du côté de North Carolina. LSU va donc devoir partir du côté des brackets des perdants, ils vont battre Wofford 13-6, puis ensuite, dès une heure ou deux après le dimanche, ils rencontrent North Carolina de nouveau. Et là, LSU nous montre ce qu'on appelle, vous savez, aux États-Unis, on a bien parlé du cœur du champion en fait. Le champion n'est jamais éliminé puisqu'il a connu en fait, la difficulté de remporter un titre. Et il y a cet état d'esprit là qui fait qu'on parle de ce fameux cœur du champion. Ce qui est assez paradoxal en college baseball, puisqu'on sait que le turnover est assez fréquent, forcément, puisque les joueurs, après leur seniorité, ils graduate et ne restent pas forcément à la fac, donc ils ne continuent pas à jouer, et en même temps, on les remplace par des freshmen ou des sophomores ou des transferts. Donc ça peut dire que le LSU de cette année est assez différent du LSU de la saison dernière, mais pour autant, il y a certains joueurs comme Tommy White, le haut prospect de LSU notamment, qui étaient là l'année dernière, qui ont été champions l'année dernière, qui ont apporté leur pierre à l'édifice l'année dernière, et qui ont aussi permis ou aidé cette équipe à tenir la dragée haute à North Carolina, puisqu'on se retrouve avec un Game 7. Et ce Game 7, mes amis, c'était incroyable. C'est donc un Game 7 qui a eu lieu le lundi, et on a vu un match incroyable, tout simplement ahurissant. Si vous avez l'occasion d'aller sur Wheels, WHEELS, pour aller voir les highlights, ne vous en privez pas. North Carolina va s'en sortir au final, ils vont gagner 4-3 en extra inning. Je pense que c'est dans la 10e manche, ils vont gagner en extra inning là-bas. Ils avancent pour les Super Regionals où ils vont donc affronter West Virginia, mais encore une fois, ça a été un regional de haute qualité. Donc il faut aussi féliciter LSU qui, malgré les difficultés de la saison, ont réussi à se remettre la tête à l'endroit au meilleur des moments
et ont vraiment montré pourquoi ils méritaient d'être sélectionnés par le comité de sélection et pourquoi ça restait quand même les champions sortants. On part maintenant du côté de Corvallis, Corvallis dans l'Oregon. On va voir notre tête de série numéro 15. On va aller très rapidement puisque Oregon State, même s'il y a eu une petite frayeur en début de premier match face à Tulane, parce qu'ils étaient menés très rapidement 3-0 si je me rappelle bien, parce que j'ai vu le match. Ils ont gagné 10-4 au final. Il n'y a pas grand chose à noter. Le match le plus dur pour eux, pour moi, ça a été le match du samedi face à UC Irvine, qu'ils ont quand même remporté 5-3. Et au final, ils ont retrouvé encore UC Irvine. Normalement, ça devait être le dimanche, mais à cause d'intempéries, ça a été le lundi. Ils les ont gagnés 11-6. Donc Oregon State, qu'on connaît, habitué à faire de belles performances. On les a même retrouvés champions il n'y a pas si longtemps que ça. L'équipe d'Adley Rutschman et de Stephen Kwan, pour ne citer que. Et bien on les retrouve en Super Regionals où ils auront fort à faire face à Kentucky. Kentucky qui, comme la saison dernière, a réussi à gagner les Regionals et à atteindre les Super Regionals. Ça a été quand même assez tranquille, je trouve. J'imaginais quand même un peu plus de bataille du côté de Indiana State. Indiana State, je vous en ai parlé un peu auparavant quand j'ai parlé de l'upset réussi par Evansville. Evansville, en battant Indiana State en finale de MVC, a complètement changé la dynamique de Indiana State, puisqu'ils étaient censés être hautes. On imaginait même pourquoi pas gratter le top 8, même si ça va être difficile, mais le top 8, s'ils remportaient le tournoi après avoir remporté la saison régulière de MVC. Mais juste en perdant cette finale, ils ont même été éjectés de cette partie de haute, tout simplement. Ça avait aussi prêté pas mal à discussion. Et on les a donc retrouvés dans un regional très compliqué du côté de Kentucky. Kentucky qui a été l'une des grosses machines du college baseball. Une équipe vraiment très sympa à voir jouer. Il n'y a pas entre guillemets de stars en termes de stars sur le papier, mais il y a des stars pour moi qui se sont révélées. Je pense qu'il y a Mason Moore, il y a Emilien Pitre, le Québécois, il y a des joueurs en veux-tu, il y a Walt Schmidt, etc., etc. Et donc Kentucky a continué un peu sur ce qu'ils ont fait toute la saison. Ça n'a pas été non plus qu'une problème de santé, attention, parce que le premier match face à Western Michigan, ils gagnent 18, ça n'a pas été si simple, mais ensuite je trouve qu'ils ont quand même assez bien trouvé leur rythme de croisière. Le samedi, ils gagnent Illinois 6-1, et ensuite ils gagnent le vainqueur du bracket des perdants Indiana State 5-0 le dimanche pour composter leur billet assez tranquillement. Donc on va retrouver Kentucky face à Oregon State, et c'est un match-up très intéressant entre une équipe qui historiquement sur les années 2000, on va dire sur le 21e siècle, est une grosse cylindrée du college baseball, c'est Oregon State, parce qu'ils ont gagné en back-to-back 2006 et 2007 les College World Series, et ils ont gagné encore en 2018, tandis que Kentucky est en train de se découvrir une passion pour le baseball, j'ai envie de dire. Enfin, Kentucky, c'est clairement pas une fac baseball au demeurant à la base, ça veut pas dire qu'ils n'ont jamais rien fait, mais c'est une équipe qui... c'est une fac qui est focus plutôt sur le foot et le basket, notamment le basket, on connaît John Calipari et compagnie. Là, les voir à pareil niveau sur ces 2 dernières saisons, c'est très intéressant, et surtout c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent continuer au-delà de ça en fait. Ils veulent vraiment instaurer Kentucky Baseball comme une marque baseball importante dans la SEC. Et c'est important quand on sait que en plus des gros cylindrés SEC qu'on a actuellement, il y a 2 autres équipes qui arrivent et qui pour le coup sont des habitués du college baseball, c'est Texas bien évidemment, une des facs les plus titrées, les plus victorieuses du college baseball, et Oklahoma qui a quand même déjà remporté des World Series. Donc voilà, c'est intéressant la trajectoire que prend Kentucky depuis deux saisons. Après, c'est très fragile le college baseball, donc on verra comment ils continuent. Mais déjà, juste sur ces regionals, félicitations à eux, et on va voir ce qu'ils vont être capables de faire pour pourquoi pas aller à Omaha. Passons maintenant du côté de Riley, pas très loin de là où je suis, à peu près 2 heures de route. C'est en Caroline du Nord, où je vous raconte ma vie. Pour le regional qu'accueillait NC State, il y avait South Carolina, Bryant et James Madison. Encore une fois, même si au final ils ne se sont pas qualifiés, on va faire un petit coucou à James Madison, un autre pensionnaire de Sunbelt qui a fait plus que du très bon boulot, puisqu'ils ont notamment tenu la dragée haute à un South Carolina qui a été décevant sur la dernière partie de saison et qui s'est fait éliminer assez rapidement et sans saveur. D'ailleurs, leur coach s'est fait limoger. Donc le coach Carousel commence d'ores et déjà. On voit des départs de ci et de là.
NC State de son côté n'a pas eu de problème pour avancer, ils ont gagné tous leurs matchs et ont fini par éliminer James Madison, qui était le dernier survivant des équipes en dessous de NC State. Donc voilà, NC State, que l'on rappelle, en 2021, à cause du Covid, n'ont pas pu vraiment défendre leur chance face à Vanderbilt pour un access en finale des College World Series. Est-ce que cette saison est la saison j'allais dire du repentir? Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas voilà, la bonne saison pour NC State. On ne sait jamais parce que c'est une équipe vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Alors ils ont ce côté très college baseball où ils sont très, comment on peut dire ça, très irréguliers. Mais par contre, quand il s'agit de se battre contre des équipes qui sont favoris à ces derniers, ils arrivent souvent à les taper. Donc on va voir où ça va les mener. Face à NC State, on va retrouver Georgia. Georgia qui est passé sans trop de difficultés dans son propre regional. Je rappelle, Georgia, c'était quand même une ancienne place forte, notamment dans les années 80, 90, on va dire, surtout début des années 90, du college baseball. Ils y ont remporté un titre à cet effet. Et puis, je pense qu'ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour les Super Regionals depuis 2008, quelque chose comme ça. Ou ils n'avaient plus host depuis 2008, enfin l'une des deux, je suis désolé encore pour l'approximation, mais c'est un des deux aspects, ce qui dans tous les cas prouve que voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de Georgia à pareille fête, on va dire. Tout ça pour dire que Georgia avait Army, UNC Wilmington et Georgia Tech dans sa poule, donc c'était une poule abordable et ça s'est vérifié. Même si, et là j'ai envie de dire bravo quand même à eux, Georgia Tech a réussi une deuxième partie de saison déjà très intéressante et a réussi aussi à vraiment embêter Georgia lors du match 6, le match du dimanche soir entre Georgia Tech, vainqueur du bracket des perdants, et donc Georgia qui les attendait tranquillement. On était encore à 6-6, 5-5 ou 6-6 dans la 9e manche, puisqu'ils sont partis en extra manche, parce que j'ai pas pu suivre la fin, mais j'ai vu le résultat. Ils sont partis en extra inning, et Georgia a réussi à se débarrasser de Georgia Tech dans la 10e manche. En tout cas, bravo à Georgia qui va donc rencontrer NC State dans un match-up qui peut sentir la poudre avec un Charlie Condon, le favori au Golden Spikes, Odick Hauser et potentiellement le prochain et futur numéro 1 de draft, qui aura maille à partir face à une équipe de NC State qui est très 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 expérimentée, qui est capable un peu de tout. On a du Sam Highfield notamment côté pitcher, on a du Serrano côté line-up, etc. etc. C'est un groupe qu'on connaît depuis assez longtemps pour certains, et donc qui va être encore une fois très difficile à jouer au niveau des Super Regionals. Clemson a de son côté enfin battu ou vaincu le signe indien, puisqu'ils ont réussi en étant hôtes d'un regional, à se qualifier, et le tout sans grand problème. Ils ont clairement dominé leur regional, même si le premier match a été plus compliqué qu'il n'y paraît face à High Point. Et High Point, on va quand même les féliciter parce qu'ils ont fait un très beau regional, ils ont fait une belle bataille, ils ont même été dans la finale du bracket des perdants. Ils ont éliminé notamment Vanderbilt dans un match exceptionnel en termes d'intensité et de suspense, à défaut de qualité. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs, notamment à Vanderbilt, ça a été compliqué. Vanderbilt d'ailleurs, on est sur 2-3 saisons là après l'hégémonie, la domination qu'on a vue depuis la deuxième partie des années 2010. On a eu voilà, les titres en 2014, en 2019, on a eu encore une finale en 2021 avec, on se rappelle, un Kumar Rocker et Jack Leiter qui sont donc tous les deux dans des farm systems, si je dis pas de bêtises. Depuis en fait ils ont du mal à retrouver en fait de leur superbe. Déjà c'est une fac qui arrive toujours à sélectionner de très très bons jeunes en termes de pitching staff et qui arrive à les développer. Et là justement on a l'impression que leurs joueurs ont du mal à se développer, notamment quand on parle de commande et quand on parle aussi de gestion de la pression. On a vu beaucoup de problèmes du côté des lanceurs partants, du côté de Vanderbilt, les lanceurs starters quoi. Et le bullpen pour le coup rattrapait pas mal d'erreurs. Et là pendant les regionals, c'est le bullpen qui a eu le plus de difficultés au final. Et donc voilà, ils sont sortis sans saveur eux aussi. Clemson de ce côté a battu Coastal Carolina, qui s'en était sorti du bracket des perdants. Ils ont battu 12-5 dans le match 6, donc il n'y a pas eu besoin d'un match coup près. Clemson va se battre face à Florida. Et j'ai envie qu'on en parle de Florida. Comme je vous l'avais dit en préambule du dernier podcast, peut-être pas en préambule, mais lors du dernier podcast, Florida a amené pas mal de controverses vis-à-vis de leur sélection, en sachant qu'il y a un membre, je pense le directeur athlétique de l'université, qui fait partie du du comité de sélection. Ce qui apporte toujours son lot de suspicion, etc., etc.
Et ce que j'avais dit, c'est vrai que sur le papier, si on regarde vraiment de manière brute, on a l'impression que voilà, ça a été une saison très moyenne, et c'est pas faux, ça a été une saison très moyenne au final. Mais par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'ils avaient le calendrier sur le papier le plus difficile, hein. Ils avaient la plus grande force de calendrier de tout le college baseball. Ce qu'on oublie également, c'est qu'en SEC, et malheureusement c'est un peu le jeu aussi des stats et compagnie, la SEC vis-à-vis des stats est la meilleure conférence du pays. Qu'on le veuille ou non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment sur Twitter, qui sont en train d'attaquer la SEC, puisqu'on a vu par exemple des Arkansas se faire éliminer, South Carolina, etc., etc. Mais pour le coup, on va pas se mentir, même en termes de moyens, même visuellement, quand on regarde le baseball SEC, c'est pas pour exagérer, mais j'ai l'impression de presque voir du double A du côté des Miners, ce qui est quand même vraiment un haut niveau. Euh, pour autant, Florida, donc comme j'ai dit, a amené pas mal de controverses, mais j'avais prévenu, puisque je les avais mis dans mon bracket. Pour le coup, c'est une des rares surprises que j'avais bien vues, avec une autre dont on va parler un peu plus tard. Euh, Florida, c'est une équipe qui peut en fait même aller gagner le titre pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le gagner, bien entendu, on n'est pas dans le futur. Justement, ils vont devoir déjà passer l'obstacle Clemson, mais ce qu'ils ont montré là pendant ce week-end du côté de Stillwater dans l'Oklahoma, c'est pas rien, puisqu'ils ont fait face à notamment Nebraska, qui était la meilleure équipe de Big Ten et d'assez loin cette saison. On pourrait un peu argumenter avec Illinois, mais je veux dire en termes de niveau pur et de ce qu'ils ont montré, que ce soit dans le tournoi de Big Ten et dans la saison régulière, Nebraska était clairement au-dessus. C'était une des meilleures équipes pour moi de la nation. Pour autant, Florida les a battus 2 fois. Oklahoma State voulait aussi un peu se rassurer, parce que les dernières saisons, ils ont souvent été hautes, mais se sont fait éliminer assez rapidement, que ce soit en Regional ou Super Regionals. Ils aimeraient bien retrouver Omaha. Bon, ça ne sera pas le cas cette année, encore une fois. Ils avaient pourtant les clés en main, selon moi, mais encore une fois, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à Oklahoma State. À chaque fois qu'on a l'impression que ça y est, puisqu'ils ont dominé les 2 premiers jours, mais on sait que ce qui est important, c'est à partir de dimanche. C'est dimanche qui est important, et là, leur dimanche a été exécrable, entre guillemets, et le lundi, bon, bah, ils n'ont pas réussi à retrouver leur batte. Ce qui fait que Florida les a battus 2 fois pour pouvoir accéder au Super Regionals, et Florida va donc retrouver Clemson. Florida d'un certain Jack Caglione, mais pas que. Florida qui, tout au long de la saison, a montré qu'ils étaient capables d'avoir une offense potente. Le problème en fait de Florida, c'est une équipe très portée home run, mais ils n'arrivent pas à tenir sur base. Ce qui fait que souvent, voilà, on verra des solo shots. Un solo home run par-ci, un solo home run par-là, c'est joli, ça en fait, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ça vous ramène pas tant de points que ça au final. Alors que si vous arrivez voilà, à travailler sur base, à embêter les équipes adverses sur base, et pourquoi pas rentrer 2-3 runners sur une manche, bon bah voilà, vous faites vraiment une grosse différence. Au lieu d'attendre à chaque fois un solo home run qui vient un peu de nulle part, c'est très compliqué de jouer avec un style purement de puissance, et en plus qui est aux antipodes du college baseball pour le coup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Encore une fois, il y a Ty Evans, il y a Colby Sheldon, il y a Tyler Shelnut, il y a comment il s'appelle, oh j'ai oublié, c'est Luke Heyman de mémoire. Tout ça, c'est pour dire que tous ces joueurs-là dont je parle et dont j'oublie les noms, ce sont des sluggers en fait. Des battes peut-être pas les plus disciplinées, mais les plus puissantes. Ils sont capables de, quand ça clique, ils sont capables vraiment de faire mal à l'adversaire. Et on l'a vu notamment face à Oklahoma State. Il s'était fait laminer par Oklahoma State le match de samedi 7-1. Et on s'était dit clairement que ça allait être compliqué pour Florida, notamment vis-à-vis de leur pitching staff. Et bah, ils ont battu coup sur coup Nebraska le dimanche 17-11, puis ensuite ils ont battu Florida 5-2, puis encore 4-2. Voilà, donc c'est encore une fois pour vous dire que bah, ils sont capables en fait vraiment de faire mal à l'adversaire. Et là où on a eu la surprise, c'est notamment des joueurs comme Brandon Neely, le releveur qui a aussi été obligé de starter, parce qu'à un moment on a dû se mettre à l'évidence que Cade Fisher ne pouvait pas être un starter viable. Donc Brandon Neely a dû faire le starter en mode pompier de service. Et bah ça a marché pour Kevin O'Sullivan. Et on les retrouve encore une fois dans un match-up qui n'est pas complètement sur le papier à leur désavantage. Donc voilà, bravo à Florida. Et on va passer du côté de... on va passer du côté de Santa Barbara. Ouais, c'est bien ça, Santa Barbara. J'ai eu un petit trou, désolé, parce que j'essaie de me rappeler un peu les match-up. Donc, du côté de Santa Barbara, clairement, moi
c'est facile de le dire après coup, mais j'avais un peu senti le truc venir, c'est-à-dire que Oregon est passé. Oregon n'était que tête de série numéro 3, mais si vous vous rappelez mon bracket, j'ai même pas vraiment hésité. Santa Barbara, c'est une équipe très talentueuse, mais je trouve que c'est une équipe trop disciplinée en fait. C'est un jeu très très académique de ce que j'ai vu. J'ai pas non plus vu moult et moult matchs, mais les matchs que j'ai vus, c'est voilà, dès le départ, on sentait que c'est une équipe, voilà, quand ça roule, ça roule. Mais en fait, c'est pas une équipe qui est capable vraiment de, selon moi, encore une fois, qui est capable vraiment de retourner des situations, de provoquer un peu de chaos en fait. Et College Baseball, c'est beaucoup porté sur le chaos aussi. Donc Santa Barbara avait commencé par éliminer, enfin battre en tout cas Fresno State le vendredi, tandis qu'Oregon s'était débarrassé difficilement de San Diego, et bravo à San Diego d'ailleurs, vainqueur de la WCC, qui a vraiment donné le fil à retordre à toutes les équipes qu'elle a rencontrées. San Diego va d'ailleurs éliminer complètement Fresno State le samedi, puis Oregon va battre UC Santa Barbara 2-1 dans un très 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 beau match, j'ai envie de dire un match défensif, peut-être c'est un peu un mot galvaudé, mais c'est un très beau match de la part notamment des lanceurs, mais également de la défense en général, je trouve. Ensuite, Santa Barbara va finir par éliminer San Diego, puis ils vont de nouveau aller face à Oregon, qui les attendait dans le bracket des vainqueurs, et face à Oregon, ils vont se faire carrément shut-out. Oregon n'aura même pas besoin donc d'un match coup près, ils vont gagner 3-0. Et c'est mérité, je veux dire, ils ont dominé de la tête et des épaules ce week-end. Comme j'ai dit encore une fois, le match le plus compliqué pour eux, c'était le premier match. Mais souvent le match du vendredi, c'est un match très piège, hein, et c'est là où on sent le moins de différence, et c'est là où en fait justement les upsets peuvent se produire, ils peuvent lancer aussi des équipes. On l'a un peu vu avec Evansville par exemple, pour revenir sur eux. Donc Oregon avance, et Oregon sera face à Texas A&M, et là pour le coup je l'avais pas vu venir, enfin dans mon bracket, j'avais dit, moi je vois bien la surprise Texas par rapport à l'historique, par rapport au fait que même la saison dernière, c'était un peu une saison similaire où ils ont du mal pendant toute la saison, puis après ils se réveillent un peu sur la fin, et ils restent sur ce qu'ils ont fait sur la fin pour aller en College World Series, alors que, non, en Super Regionals, pardon, parce qu'ils sont éliminés par Stanford dans un match exceptionnel. Franchement, le match coup près, il était exceptionnel. Je vous invite à aller le voir, et malheureusement, il se termine de manière exceptionnellement faible, puisque c'est une erreur d'un joueur qui peut juste en fait attraper une pop-up, et à cause, je pense, de la lumière de l'éclairage selon lui du stade, et ça c'est possible, hein, je n'ai pas joué donc je ne peux pas savoir, mais l'éclairage du stade l'a clairement ébloui, il n'a pas réussi à retrouver la balle, et elle est tombée, et Stanford a gagné comme ça, ils ont walk-off comme ça, mais bref. J'imaginais Texas jouait un mauvais tour en fait à Texas A&M, même si clairement l'équipe la plus forte et de loin sur le papier, c'était Texas A&M. C'est la meilleure attaque du pays, c'est une équipe qui enfin est complète parce qu'elle a enfin réussi à trouver de la régularité au niveau du pitching, et c'était clairement le gros talon d'Achille de Texas A&M sur les 2 dernières saisons, donc je crois que c'est les 2 premières saisons de Schlossnagel, si je dis pas de bêtises. Là, on est en année 3 de Schlossnagel, et bah là, il a trouvé le parfait équilibre, et clairement ça s'est ressenti. Ils n'ont pas eu vraiment de soucis. Je pense que le match le plus dur pour eux, c'était justement face à Texas, dans le bracket des vainqueurs le samedi, puisqu'ils avaient eu besoin de 11 manches pour finir par battre Texas, 4-2. Et ensuite, Texas a complètement craqué face à Louisiana, donc encore une fois, un bravo à la Sunbelt, puisque le Louisiana, également de la Sunbelt, a réussi à montrer des choses et a été en finale du Regional face à Texas A&M, mais bon, ils n'ont pas pesé. Ils avaient battu donc Texas 10-2, puis après ils se sont fait laminer eux-mêmes 9-3, et donc Texas A&M, sans match coup près, avance tranquillement jusqu'aux Super Regionals. On a donc nos 16 équipes pour les Super Regionals. On va faire une petite pause, et ensuite on va faire un petit instant promo pour finir ce podcast. Allez, je reviens. Alors, on se retrouve pour cette dernière partie de podcast qui va être un peu plus légère, ça va être même assez rapide. Je vais juste vous donner mes pronos. Je vais très peu argumenter, je vais juste vous dire, je pense que cette équipe-là va passer, et je vais vous dire rapidement pourquoi, mais sans rentrer dans les détails. On va commencer cette partie prono par parler du Super Regional qui nous intéresse avec la tête de série numéro 1, Tennessee, du côté de Knoxville, qui va donc accueillir Evansville, le petit poussé de ces Super Regionals, une tête de série numéro 4. Ça commence donc le vendredi, et très clairement, je pars sur pas de surprise. Tennessee va enfin vaincre le signe indien des équipes classées numéro 1 et qui n'arrivent pas à aller du côté d'Omaha.
On l'a vu assez récemment d'ailleurs. Wake Forest avait un peu déjà cassé hein, ce signe indien, mais comme Wake Forest au final n'a pas gagné le titre et que la Tennessee à l'heure actuelle n'a ni gagné ni perdu le titre, j'ai envie de dire que pour l'instant ils sont en route pour pouvoir vaincre ce signe indien. Et en tout cas, pour mon prono, Tennessee continue à avoir une chance de vaincre ce fameux signe indien. Tennessee passe pour moi. Ensuite, on va du côté de Tallahassee où UConn va affronter Florida State. Alors pour moi, c'est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît, dans le sens où Florida State, c'est vrai, ils font une excellente saison. Jamie Arnold est un ace incroyable. Ils ont réussi à recréer un groupe à partir des cendres d'une saison calamiteuse la saison dernière. Ils ont des joueurs comme Cam Smith, ils ont des joueurs comme surtout James Thebes qui se sont révélés aux yeux du grand public. Et James Thebes, justement, fait maintenant partie de ces gros prospects qui pourraient terminer même, être sélectionnés dans le premier tour, sans que ça soit choquant. Donc j'ai envie de dire, sur le papier, avantage Florida State. Mais attention, UConn c'est une équipe très sérieuse, c'est une équipe très difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui a réussi via son pitching staff, via, justement, voilà, pour le coup ça c'est une équipe qui amène du chaos, qui est capable d'amener du chaos, ce qu'on demande en college baseball, jouer small ball s'il le faut, tout tenter, du hustle et compagnie, vraiment harceler en fait la défense pour qu'elle soit toujours sur sa garde pour la fatiguer, jusqu'à réussir à rentrer des runs par exemple sur des erreurs, ou sur un pitch un peu moins précis, ils vont se battre en fait sur chaque at-bat. Ce qui fait que c'est très difficile à pronostiquer, mais je vais quand même rester là pour ce coup-là sur le favori, c'est-à-dire Florida State, même si ça ne m'étonnerait pas que ça se termine dans un Game 3 et un Game 3 serré également. Donc voilà, avantage Florida State pour moi. On va maintenant du côté de Charlottesville qui est encore moins loin de là où je suis que Riley, si j'ai pas de bêtises. C'est un peu plus dans les terres, c'est en Virginie, mais un peu plus dans les terres que là où je suis. Mais bref, j'aime bien raconter ma vie. Donc on va aller du côté de Virginia qui a un peu cette habitude maintenant de nous montrer qu'ils sont une équipe d'Omaha, entre guillemets, c'est pas très français mais vous avez compris ce que je voulais dire. L'année dernière ils étaient encore du côté d'Omaha, peut-être même l'année d'avant, ou en 2021, je sais plus exactement, mais je sais que chaque année quasiment on les retrouve minimum aux Supers. Là face à eux c'est Kansas State, et justement Kansas State c'est l'équipe vraiment incroyable, enfin impossible à pronostiquer. Si on a le Kansas State qu'on a vu dans les Regionals, j'ai envie de dire avantage même Kansas State. Puisque le pitching a l'air de se retrouver un peu, alors que justement UVA, même si ça a été plutôt pas mal, le pitching c'est clairement le talon d'Achille. Mais si je compare attaque à attaque, pour moi il y a vraiment match, et d'autant plus si on voit le Kansas State de ces Regionals, il y a un léger avantage Kansas State. Maintenant, UVA va accueillir, UVA a l'habitude de ces rendez-vous-là. Il y a des joueurs qui ont été à Omaha l'année dernière, comme justement Griff O'Farrell, le shortstop, pour ne citer que lui. C'est une équipe, si on compte pas le pitching staff, qui est quand même assez expérimenté. C'est le pitching staff qui n'est pas expérimenté, puisque voilà, l'année dernière, ils avaient eu pas mal de transferts seniors qui ont pu combler les trous. Ils les ont beaucoup aidés, notamment justement pour faire un run lors du tournoi national. Cette année, justement, ça va être un peu ça l'inconnu pour eux. Est-ce que le pitching staff va être capable de les garder dans le match, puisque tant qu'ils les gardent à un niveau assez gérable, on va dire, de run, Virginia a l'attaque pour pouvoir normalement poser des problèmes à Kansas State. Maintenant, c'est là la question. Du coup, exceptionnellement, je vais aller contre mon avis, parce que mon avis c'est plutôt de prendre UVA au final, mais je vais quand même dire Kansas State passe. Là, on retrouve un duel de hauts prospects, hauts futurs choix de draft potentiels, puisqu'on va retrouver le Super Regional qui se passe du côté de Chapel Hill, qui n'est pas trop loin non plus. Je vais dire, pardon. Je vais dire ça pour chaque équipe de Caroline du Nord ou de Virginie. Mais justement, c'est West Virginia qui va se déplacer du côté de UNC, North Carolina. Pourquoi je dis prospect? Puisqu'il y a JJ Weatherholt, on va dire le seconde base plus que shortstop, mais bon voilà, seconde base star de West Virginia qui n'a pas pu jouer toute la saison, qui est revenu sur la fin et qui là va clairement devoir montrer ses qualités de leader au-delà de ses qualités intrinsèques. Face à lui, on a donc un Vance Honeycutt qui a remontré pourquoi c'est un haut prospect. Le centerfield de North Carolina est un gros défenseur quand il le veut. C'est aussi une belle machine offensive. C'est peut-être pas le plus impressionnant offensivement, alors que j'entends ma petite fille crier. Ouais, c'est les aléas du direct. Vous inquiétez pas, aucun enfant n'a été maltraité durant l'enregistrement de cet épisode. Donc je disais quoi? Je disais oui, Vance Honeycutt, c'est l'autre un peu star de ce match-up.
voilà, il a réussi à redorer son blason et à, je pense, remonter dans les draft stocks. On en reparlera de toute façon quand on va faire notre mock draft. Donc voilà, voilà. Maintenant, j'ai l'impression que quand même North Carolina a quand même beaucoup plus d'arguments que West Virginia. Le pitching staff a été plutôt pas mal malgré la jeunesse. Euh, il y a eu des freshmen impactants comme le catcher Luke Stevenson, si je me rappelle bien de son nom, mais je crois que c'est bien ça. Euh, de manière globale, le line-up de North Carolina est quand même vraiment chargé. Donc je vais quand même partir sur le favori là-dessus. Je vais partir sur North Carolina. On va enchaîner directement puisqu'on va parler de Kentucky face à Oregon State. Et là, encore une fois, c'est très difficile à pronostiquer. Pour moi, sur le papier, Kentucky est largement favori par rapport à ce qu'ils ont montré, à ce qu'ils sont capables de faire. Mais en phase 2, il y a un joueur qui pourrait être aussi appelé comme étant le numéro 1 de la prochaine draft. C'est Travis Bazzana, le second base australien d'Oregon State. Un joueur exceptionnel qui nous a frappé du home run à tout va également. Qui est aussi, à mon avis, très clairement un des finalistes pour le Golden Spike et le Dick Hauser Trophy. Il a eu quand même des pépins physiques et malgré ça, je pense qu'il finit à 25 ou 26 home runs en saison régulière. Du vol de base en voiture, voilà, un joueur très dynamique et le fait qu'il ait réussi à amener de la puissance dans son jeu, lui qui est déjà assez discipliné à la batte, je pense qu'il avait réussi d'ailleurs un record en tant que lead-off, envoyer 4 home runs de suite, enfin je veux dire 4 matchs avec au moins un home run de suite, quelque chose comme ça. C'est assez exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Autour de lui, je pense que l'interrogation claire pour Oregon State, ça va être le pitching staff. Puisque voilà, le line-up est quand même intéressant et solide. Kentucky, c'est une équipe solide au global en fait. Que ce soit du pitching staff jusqu'au line-up. En fait, t'as l'impression que c'est une équipe qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de stars sur le papier, même si encore une fois, comme j'ai dit, il y a des stars pour moi, mais je veux dire sur le papier à la base, ce ne sont pas les premiers joueurs dont on parle quand on parle par exemple de hauts prospects pour la draft. Même s'il y en a qui sont en train de raise leur stock, comme on dit. Kentucky, c'est complet, encore une fois. Kentucky, surtout, c'est la manière de jouer qui est très intéressante, qui fait qu'ils sont très dangereux. Même quand ils paraissent en dessous, ils sont toujours capables de gratter des runs de ci et de là. Ils sont très agressifs sur base. Voilà. C'est une équipe qui, encore une fois, qui va trouver tous les moyens possibles pour pouvoir scorer. S'il y a besoin de home run, il y aura des home runs. S'il y a besoin de small ball, il y aura du small ball. S'il y a besoin, voilà, de harceler en fait la défense, notamment le pitcher, le rendre nerveux avec des tentatives de vol, etc., ils vont le faire. Ils vont tout tenter. Maintenant, Oregon State, voilà, il y a du talent. Il y a du talent. Est-ce que ça va suffire face à Kentucky? Je suis pas sûr. J'ai envie de dire que ça serait bien même pour Kentucky. Ça serait, je pense. Alors, il faudrait que je vérifie un jour, parce que moi je vérifie jamais rien. Mais si là Kentucky passe, je pense que ça serait leur premier voyage du côté d'Omaha. Ça serait leur premier World Series. Parce que Kentucky, je rappelle, c'est pas une équipe vraiment de. Enfin, c'est pas une fac portée sur le college baseball à la base. Ça serait à vérifier. Certainement, si je me rappelle, je vous en reparlerai. Peut-être à tête reposée quand on aura vu les Super Regionals. Je me renseignerai. Mais voilà, en tout cas, avantage Kentucky. Moi, je vois Kentucky passer. Partons du côté d'Athens en Géorgie. Nous allons retrouver un Super Regional entre Georgia et NC State. Là, pour le coup, moi, je vais partir sur la cote qui est NC State. J'ai l'impression qu'NC State va réussir à aller au College World Series et même là-bas encore à créer du bordel. Si j'y arrive pas, bon bah tant pis, j'aurais eu faux, mais c'est l'impression que j'ai. En fait, Georgia, c'est une équipe vraiment qui a fait un gros bond et je me rappellerai toujours du discours de début de saison de leur nouvel entraîneur, qui a fait d'ailleurs un très bon travail, je me rappelle plus de son nom sur le coup, je suis désolé. Il vient d'ailleurs, il a fait de l'assistana dans le monde pro, hein, donc il vient pas de n'importe où. Mais il avait fait un discours et quand maintenant on voit la saison de Georgia, t'as l'impression que le discours a vraiment été implanté en eux. Il faisait pas partie des favoris en soi de Georgia, même si vous vous rappelez ma preview. Je pense que j'avais mis un peu plus haut que la plupart des observateurs, sans vouloir me la péter. Mais pour autant, je les voyais difficilement. Par exemple, je les voyais pas comme étant hautes, par exemple. Donc voilou. Je vois Georgia passer. Pardon, je vois pas Georgia passer, excusez-moi. Je vois NC State passer, je suis ailleurs. Je vois NC State passer malgré tout. Ça va être peut-être en 3 matchs. Mais je les vois passer. Ouais, pour moi, ce sera NC State. Et si on n'allait pas très loin de là, puisqu'on va en Caroline du Sud, bon, c'est pas non plus juste à côté, on va à Clemson. Clemson va y affronter Florida. J'ai un petit trou parce qu'en même temps je commence à recevoir des trucs du boulot, je vous dis tout. Donc pour moi,
la logique voudrait que ce soit Clemson qui passe. Mais j'ai ce sentiment, qui peut être complètement erroné, hein, c'est du sport, que Florida va passer. Du coup, je vais mettre Florida. Pourquoi? Puisque j'ai encore parlé de ce line-up qui potentiellement est très très puissant, hein, ça parle beaucoup de puissance. On a un Caglione qui est quelque part, peut-être pour lui aussi en mission, puisqu'après il va être drafté. L'année dernière, il a été clairement, euh, c'est un peu méchant de dire ça, désigné, mais en tout cas il a été un peu montré du doigt, parce qu'il a été le pitcher perdant du match coup près, hein, pour remporter ou non le titre, hein, le titre perdu face à LSU la saison dernière. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se mêler en lui et il y a cette chance inouïe, hein, alors que pendant un moment on ne savait même pas s'il allait être sélectionné. Il y a cette chance inouïe de pouvoir encore une fois rallier Omaha. Donc j'ai l'impression que la narrative est là pour mettre en place un Florida du côté d'Omaha de nouveau. Donc ce sera Florida pour moi. Et pour finir, on va dans le Texas. On va à College Station pour voir Texas A&M face à Oregon. Alors je mets très clairement Texas A&M, mais franchement Oregon, s'il y a un upset qui peut avoir lieu, ça me m'étonnerait pas qu'Oregon soit capable de le mettre en place. Texas A&M, encore une fois, il est largement au-dessus. Ils ont montré, comme j'ai dit, pour une fois, tout s'accorde, que ce soit l'offense, surtout la première partie de line-up qui est exceptionnelle. On le rappelle, hein, Jace Laviolette qui est projeté dans le top du top de la draft 2025. Braden Montgomery qui est aussi tout en haut, ou en tout cas assez haut dans la draft 2024 à venir en termes de projection. Ils ont le freshman, dont j'ai oublié le nom, Graovac, son nom, qui est d'ores et déjà en train de se placer pour la draft 2026. Enfin bref, ils ont un line-up, surtout un début de line-up assez exceptionnel. Puis après, la fin de line-up aussi est intéressante. Il n'y a pas vraiment de faille. Le pitching staff cette année est vraiment solide. Tout n'est pas homogène non plus. Il y a des pitchers qui sont un peu plus en deçà que d'autres. Mais voilà, quand on pense à Prager par exemple, qui fait une saison exceptionnelle lui aussi. Je veux dire, il y a très peu de... Et puis ils ont leur closer aussi qui est très fort. J'ai oublié son nom. J'oublie beaucoup les noms, je suis désolé. C'est Hachenbeck? Je me rappelle pas. Je vais pas vous dire une bêtise, mais en tout cas le closer aussi est très intéressant du côté de Texas A&M. Donc je vais voir Texas. Pour moi Texas A&M passe. Mais encore une fois, Oregon, ils ne sont pas à sous-estimer. Donc voilà. Donc je récapitule mes 8 équipes qui vont pour moi du côté d'Omaha. Texas A&M, Florida, NC State, Kentucky, North Carolina. J'ai dit Kansas State tout à l'heure, donc je reste sur Kansas State, Florida State et Tennessee. Voilou. J'espère que cet épisode vous a intéressé un tant soit peu. Merci encore une fois pour tous les retours que je vois, les likes, le fait qu'il y ait pas mal d'interactions sur les différents réseaux sociaux. Et sur tous ces beaux mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.